Alors, je pense que nous sommes maintenant prêts avec le docteur Dominique Bossé est prêt avec nous. Et je vais lui faire une brève présentation du docteur Bossé et un instant. Oh, et j'espère que ça vous dérangera pas, mais je vais couper un peu sa biographie. Je sais que c'est difficile pour moi, mais je voulais dire à tout le monde que vous êtes un oncologue médical qui spécialise, j'ai toujours la génito, les cancers génito-urinaires, les cancers du rein, et vous êtes à l'hôpital d'Ottawa et à l'Université d'Ottawa. Et je sais que c'est bien aimé par vos patients parce que n'importe qui à qui on parle, bon, durant nos petites jasettes autour du café ou les groupes de soutien, mentionne toujours le docteur Dominique Bossé, jusqu'à quel point il vous apprécie et l'attention que vous donnez à vos patients. C'est, bon, vraiment, cela fait une différence. Alors, nous sommes bien reconnaissants que vous soyez avec nous ici aujourd'hui et vous allez parler d'un guide de décision sur lequel nous avons travaillé depuis quelque temps. Et si je le peux, ça, c'est un des projets qu'une compagnie pharmaceutique non nommée a commencé avec nous. Ils sont très intéressés et ils participent beaucoup, ils sont pleins d'enthousiasme pour s'assurer que les patients aient l'information dont ils ont besoin lorsqu'ils parlent à leurs professionnels de la santé. Alors, je vais arrêter ici. Nous sommes très reconnaissants pour leur appui et je vais passer le micro au docteur Bossé. Merci beaucoup. Merci, Christine, pour la gentille présentation. Et je suis ravi de faire partie de ces forums parce que c'est si important, ces forums, bon, d'avoir cette table avec des patients, les parties prenantes et les médecins. C'est une occasion unique. Et aussi, merci, bon, pour avoir souligné jusqu'à quel point le docteur Kapoor a été merveilleux pour tous les Canadiens et partout dans le monde. Bon, les patients du cancer du rein ici au Canada, mais aussi partout dans le monde. Et toute la communauté, vraiment. Bon, il était un mentor pour nous tous. Et c'est une reconnaissance émouvante que vous avez fait. Bon, c'est bien que vous ayez pris du temps pour souligner tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et je pense que jusqu'à un certain point, il aurait appuyé le projet que nous présentons ensemble aujourd'hui parce que vraiment, de traduire des concepts médicaux complexes pour que les patients puissent les comprendre et autonomiser les patients pour que les patients puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, qu'ils méritent. C'était toujours quelque chose qui est très cher à ses yeux. Alors, c'est un privilège de pouvoir présenter ce concept et aussi, bon, de travailler avec le docteur Capot dans le passé et il reste avec nous dans nos cœurs. Oui, je suis d'accord. Oui, il apprécierait beaucoup et il aurait des opinions très positives de cet effort. Oui, c'est quelque chose qu'il aurait appuyé à 100%. Oui. Alors, merci, docteur Bossé. Je vais vous laisser y aller. Alors, je vais partager mon écran. Alors, c'est pas exactement ce que vous avez lorsque je partage mon écran à cause du PDF, mais c'est voulu. Ça, c'est l'outil qu'on veut vous présenter. Et je voulais avoir, bon, un survol général. Et ensuite, on va plonger dans les détails ensemble pour qu'on puisse comprendre mieux cet outil. Alors, l'outil, c'est très bref d'une certaine façon, mais c'est ce qu'on voulait. On ne veut pas écraser les patients avec un outil trop compliqué. On ne veut pas écraser les patients et les aidants. Ce n'est pas le temps de les assommer avec trop d'informations. Il faut organiser l'information, vulgariser pour savoir qu'est-ce qui se passe et de répondre à leurs questions. Alors, c'est 2 pages. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, donc vous avez vu, je vais l'agrandir un peu. Alors, ce guide, c'est un guide de discussion. Et comme Christine l'a dit, et les autres parties prenantes le savent, il faut essayer de comprendre comment est-ce que ceci va venir aider la consultation avec votre médecin. Et ce que Christine dit, c'est que, bon, tous les patients sont différents, mais aussi tous les médecins sont différents. Comment vous présentez l'information, la quantité d'information que vous essayez d'obtenir, ça peut varier d'un médecin à l'autre. Alors, ce guide est là pour essayer de donner un vocabulaire aux patients et leurs aidants pour mieux comprendre
quoi demander si le médecin n'en a pas parlé lui-même ou aussi pour donner de l'aide, des indices et de mieux comprendre l'information qui vous est transmise. Bon, peut-être que les gens veulent se familiariser avec ces choses-là avant leur prochaine rencontre avec le médecin, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent avoir les bonnes questions à poser ou penser à de nouvelles questions. Mais parce qu'ils auront lu ces choses-là, maintenant, lorsqu'ils poseront des questions, ils voudront comprendre les réponses. Ils pourront comprendre les réponses. Alors, ce guide va être bien disponible et je suis sûr que Christine va aider à rendre les documents faciles à obtenir. Et bien sûr, c'est gratuit. Alors, la première section, c'est la thérapie systémique. Alors, pour le cancer du rein avancé, ça, c'est pour les gens qui sont en stade 4, métastatique, pas pour la discussion sur l'adjuvant. Bon, les options pour la thérapie systémique incluent la thérapie ciblée, l'immunothérapie ou une combinaison de ces deux. Certaines thérapies systémiques peuvent être prises par des pilules à la maison, alors que d'autres sont données intraveineusement, bon, en entrant dans une veine, à un centre de cancer ou dans une clinique d'infusion. Les questions ci-bas peuvent vous aider pour en apprendre plus à propos de votre équipe médicale et vos options de traitement. Parce que lorsque vous êtes diagnostiqué avec le cancer, eh bien, vous dites, bon, je vais aller en chimiothérapie, par exemple. Mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, c'est souvent pas vrai. Et dans le cancer du rein, c'est d'habitude pas vrai. Alors, lorsqu'on dit thérapie systémique, c'est simplement une façon de dire qu'on a des outils, on a comme des intervenants, des pilules, et ceci, avec la chirurgie ou la radiothérapie. Alors, ce sont comme les trois grands domaines. Vous avez l'oncologie chirurgicale, l'oncologie de radiothérapie et l'oncologie médicale. L'oncologie médicale, un oncologue médical comme moi, on donne des traitements qu'on appellerait, entre guillemets, systémiques. Et ça peut être des pilules ou données par intraveineux. Et c'est pas tout ce qui est donné par l'intraveineux qui est de la chimiothérapie. Alors, il faut comprendre cela. Alors, ces questions sont là pour essayer de clarifier ces grandes options. Alors, première question que vous voulez peut-être poser, c'est quel est le rôle de mon oncologue médical et pourquoi est-ce qu'il y a plein d'oncologues autour de moi? Je viens de parler à un oncologue, un chirurgien oncologue, moi, à propos d'enlever ou de ne pas enlever mon rein. Je rencontre vous, un oncologue médical, et demain, je rencontre un oncologue de radiothérapie. Alors, qui va m'aider? Qui va me guider au travers de ce traitement? Et pourquoi est-ce que je rencontre tous ces gens-là? Alors, c'est une question très importante pour comprendre votre trajectoire. Deuxième question, c'est qui d'autre est sur mon équipe médicale? Qui est mon point de contact pour les questions, les préoccupations? Alors, bon, il y a trois types d'oncologues. Un d'entre eux, normalement, est le corps arrière, là, celui qui dirige. Et il y a tout un autre ensemble de personnes autour. Bon, les infirmières, vous avez des physiothérapeutes parfois, vous avez des travailleurs sociaux, vous rencontrez toutes sortes de gens. Il y a des infirmières dans la clinique, il y a des infirmières dans le centre d'infusion. Bon, il y a beaucoup de gens et on vous donne de l'information, une pile d'informations d'habitude, mais ce que vous voulez savoir, c'est à qui puis-je parler? Qui comprend ma maladie? Qui comprend qui je suis? Et comment est-ce que je peux les rejoindre? Alors, la plupart des centres du cancer vont avoir une façon pour vous de communiquer vos préoccupations et typiquement, ce n'est pas directement votre médecin parce que le médecin, c'est seulement un individu. Alors, c'est mieux d'amener votre préoccupation à l'équipe. Et l'équipe va demander au médecin. Mais si votre médecin n'est pas là, bon, vous voulez avoir d'autres médecins qui peuvent vous aider. C'est pourquoi on passe par un point de contact. D'habitude, il y a une ligne d'appui pour les patients, bon, un numéro 1-800, quelque chose comme ça. Alors, lorsque vous rencontrez votre médecin, vous devez quitter cette consultation avec un numéro, en tout cas un point de contact, pour que vous puissiez contacter quelqu'un si vous avez des préoccupations. Aussi, troisième question, c'est quoi le type, le sous-type et le stage de mon cancer du rein? Il y a beaucoup de cancers différents. Normalement, c'est l'adénocarcinome à cellules claires. Lorsque vous lisez à propos de ces choses-là, d'habitude, on parle
de cela. Mais il y a des sous-ensembles plus rares, bon, les d'autres saveurs de cancer du rein. Alors, ces sous-ensembles très rares ont parfois des nuances pour savoir comment on va aborder leur traitement. Puis ça peut être aussi un impact sur le prognostic et plusieurs autres choses. Alors, c'est pourquoi parfois on veut clarifier cela. Si vous lisez sur l'Internet sur le cancer du rein, bon, quel type de cancer du rein est-ce que j'ai? Et aussi quel stade? Parce que c'est un concept difficile à comprendre, le stade du cancer. Les gens se font dire, ah, vous avez le cancer métastatique. Et bon, ils comprennent ça jusqu'à temps que c'est stade 4. Mais toutes ces choses-là, c'est synonyme. Bon, les gens, ça ne dérange pas d'avoir de la thérapie systémique, mais ils sont écrasés lorsqu'ils entendent qu'ils sont au stade 4. Mais c'est toute la même chose. Alors, il faut comprendre cette terminologie et où vous en êtes. Parce qu'il y a toutes sortes de manières de dire la même chose. Et ceci donne beaucoup de confusion parfois. Alors, lorsqu'un cancer n'est pas opérable, normalement la plupart du temps, peut-être que ça veut dire que c'est stade 4, parce qu'on ne peut pas l'enlever avec une chirurgie. Alors, il faut comprendre cela. Et ça, c'était l'équivalent aussi d'être avancé, barre oblique, métastatique. Et il y a des gens pour qui on peut enlever un cancer, mais normalement, c'est pas stade 4 lorsqu'on peut opérer chirurgicalement. Et il y a toutes les zones grises où votre équipe médicale essaie de faire des enquêtes pour clarifier, pour s'assurer que l'information qu'on vous a donnée est précise. Et parfois, ils vont commencer un traitement et ils vont continuer leurs investigations et parfois, ils vont vous clarifier un peu plus tard. Alors, cette question est importante pour cela. Quatrième question. Pourquoi est-ce que la thérapie systémique m'est recommandée? Quelle est la différence avec la chimiothérapie? Alors, ça, c'est une question très importante parce que les gens, souvent, ils s'imaginent que, bon, par exemple, ils viennent avec moi et ils me disent, Docteur Bossé, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste l'enlever? J'ai une masse ici et là, bon, arrachez-moi ça et on n'en parlera plus. Alors, il faut comprendre pourquoi est-ce que la recommandation, c'est de prendre des pilules ou de recevoir quelque chose par intraveineux par opposition à avoir une opération pour enlever la tumeur. Généralement, la réponse, c'est que systémique, c'est partout dans le corps, alors qu'une résection, avec un neuro-oncologue, par exemple, ou, bon, un chirurgien oncologue, ou la relation, c'est plus local. Alors, il faut le voir si on veut l'enlever. Le problème avec certains cancers, c'est que parfois, ce qu'on peut voir, c'est pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et lorsqu'on prend un traitement qui est systémique, qui va partout, ça gère ce qu'on peut voir, mais aussi ce qu'on ne peut pas voir. Mais si vous prenez des thérapies plus localisées comme la chirurgie ou la radiation, eh bien, oui, ça va s'occuper de ce que vous pouvez voir, mais ça ne traitera pas ce que vous ne pouvez pas voir. Une fois qu'ils comprennent ce concept, ça a plus de sens d'apprendre une pilule à tous les jours ou d'aller chercher une infusion à tous les 3 semaines parce que vous savez que non seulement vous oubliez ce que vous savez qui existe, mais aussi les choses que vous ne pouvez pas voir. Ça, c'est une clarification importante qui peut vous aider beaucoup. Et quelles sont les différences entre les thérapies ciblées et les immunothérapies? Si vous commencez à lire des choses sur Internet, vous allez voir qu'il y a, bon, une quinzaine de traitements pour le cancer du rein. Pourquoi est-ce que vous n'en choisissez que un? Et vraiment, ce guide, c'est pas un deuxième avis de médecin. C'est pas une deuxième opinion. Non, non. Ça peut pas remplacer le médecin. Normalement, votre médecin de famille connaît toutes les options de traitement et il choisit une option parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais c'est toujours une bonne idée de demander à quelqu'un d'autre. Alors, il y a toutes sortes de pilules qui existent. Certaines sont approuvées par le gouvernement, celles qui ne sont pas été approuvées, certaines qui ont été prouvées efficaces dans certains cas, celles qui n'ont pas eu de preuves encore. Certains traitements par intraveineux ont été montrés comme étant efficaces dans certains contextes, mais pas dans d'autres contextes.
Certains sont disponibles dans d'autres pays, mais pas ici. Certains sont disponibles ici, mais pas ailleurs. Alors, ça peut devenir très compliqué. Et ça, c'est frustrant. Si vous lisez sur Internet, vous avez toutes sortes d'informations. Et comment s'assurer qu'on reçoit le bon traitement? Eh bien, je pense que vous devriez écouter votre médecin. Alors, posant la question, pourquoi as-tu choisi ça? Pourquoi est-ce que j'ai lécitinib plus pambolizumab ou cabozanimab ou ipilimumab et nivolumab? Pourquoi? Alors, ça va vous donner de la confiance sur le plan de traitement. Si votre médecin vous explique quelle option a été choisie, et parfois, il n'y a pas vraiment de raison de choisir un plutôt que l'autre, et le médecin va vous impliquer dans la décision pour dire, ah bon, sais-tu quoi? On a deux ou trois options ici. Moi, je vois des petites différences dans ces options. Toi, qu'est-ce que tu préfères pour ton traitement? Et là, ensuite, vous pouvez choisir, sachant que ce sont toutes de bonnes options. Alors, c'est à cela que sert ce type de questions. Maintenant, deuxième section, de comprendre les options de traitement. Que vous commenciez ou que vous continuiez une thérapie systémique, il y a des questions importantes à poser qui peuvent déterminer votre cheminement de traitement, dépendamment de où vous vivez au Canada, votre couverture d'assurance maladie et les lignes directrices recommandées pour les traitements. Les questions ci-bas peuvent éliciter des discussions à propos du cheminement de traitement que votre médecin recommande et pourquoi cela pourrait être la meilleure option pour vous à ce stade-ci dans votre cheminement. Alors, c'est comme connecté avec la dernière question de la question précédente. Alors, quels traitements sont disponibles et sont couverts par mon assurance maladie et comment puis-je y avoir accès? Est-ce que je vais devoir payer pour ce médicament? Ça, c'est juste pour vous préparer à être capable de naviguer dans le système parce que oui, le système n'est pas parfait et il faut naviguer dans le système au Canada. Nous avons comme différentes provinces. Le- la santé, c'est des juridictions provinciales. Alors, il y a autant de systèmes de santé qu'il y a de provinces. Et un des points clés, c'est de s'assurer que vous puissiez avoir accès au traitement. Alors, primo, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose pour avoir accès au traitement? Et généralement, le médecin va vous expliquer, bon, sais-tu quoi, j'aimerais utiliser tel traitement, mais il faut s'assurer que vous ayez de l'assurance privée ou qu'on fasse des demandes pour obtenir l'approbation du gouvernement pour faire ceci ou cela. Ou ils peuvent vous avertir, ah, il va y avoir un petit délai ici parce que, bon, on a besoin d'autorisation de telle agence de financement et patati patata. Alors, ça revient vraiment à ce genre de questions ici. Ultimement, il faut qu'on travaille avec le système qu'on a devant nous. Mais si vous êtes mieux informé, vous pouvez y naviguer plus efficacement. Bon, en Ontario, par exemple, si vous avez moins de 65 ans et plus de 20 ans et vous n'avez pas de couverture privée, toutes les pilules, que ce soit des pilules pour le cancer ou les pilules ordinaires pour la haute pression, quelque chose comme ça, ne sont pas couvertes par l'assurance maladie de l'Ontario. Dans d'autres provinces, c'est différent. Eh bien, si vous le savez, vous pouvez avoir l'assurance privée et, bon, comme Trillium, et ils peuvent payer pour vos pilules, médicaments oraux. Mais les intervenants en Ontario sont couverts. Alors, une fois de plus, c'est pas nous, on peut pas changer le système médical pour vous. On peut toujours se chamailler pour savoir si c'est un bon ou mauvais système. Et on vit dans ce système-là. Il faut connaître ce système et être prêt à naviguer dedans. On veut surtout pas retarder le traitement. Une fois que vous avez une recommandation pour un traitement, votre médecin va peut-être vous demander de commencer tout de suite. Bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps pour avoir des délais. Alors, être bien au courant et s'assurer qu'on a la couverture médicale et savoir comment naviguer dans le système de santé, ça va être important. Alors, la seule de mes questions, quels sont les meilleurs traitements pour moi? Qu'est-ce qui va me donner une meilleure qualité de vie? Alors, à nouveau, c'est une question qui chevauche avec ce qu'elle dit auparavant, mais une petite différence ou une nuance qui existe ici. Alors, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui est important pour mon médecin. Est-ce que nos attentes et nos besoins, ça rime? Alors, par exemple, si vous recevez un traitement de votre médecin qui va permettre d'allonger votre vie, ça peut-être c'est quelque chose qui vous intéresse pas.
Parce que pour vous, alors ma pérennité ou pas était pas aussi important que ma qualité de vie. Je veux comme ma trajectoire pour y arriver soit le meilleur possible. Alors de prendre une comprimée tous les jours, c'est pas une vie, ou prendre toute une veille tous les jours, c'est pas une vie. Et qu'est-ce qui est fort important pour moi, par exemple, et le voir justement le retrissage des tumeurs. Peut-être il y a quelque chose qui est plus important pour vous que peut-être votre médecin n'a pas compris ou alors ces questions, vous êtes en train de vous préparer pour assurer un arrimage entre les besoins ou les attentes du médecin et le patient. Puis alors vous, normalement, ça va être le cas. Alors cette question va vous aider pour vous assurer que vous avez les mêmes priorités. Alors, vous êtes en train de travailler pour atteindre le même objectif. La troisième question, est-ce que le traitement que vous recommandez va me rendre inadmissible pour recevoir d'autres traitements à l'avenir? Alors, c'est vraiment une question d'attente parce que les agences de financement d'un algorithme, ouais, si vous recevez le traitement A et B, vous ne pouvez pas accéder à X et Z. Alors, il y a un différent de logique de financement qui doit être pris en compte. Si vous passez différentes lignes de thérapie, votre médecin vous dit maintenant, j'ai pas d'autres options ou d'autres traitements à vous offrir. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de recevoir d'autres traitements. Peut-être sont en train d'avoir accès à travers des essais cliniques ou l'assurance privée. Alors, ça, c'est une question pour vraiment gérer les attentes en amont. Si je vais utiliser ce type de traitement, je vais avoir deux options. Ou si je commence avec l'autre type de traitement, je vais avoir accès à trois traitements, trois différentes lignes de traitement. Et ça nous amène à la quatrième question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, vous allez commencer avec un traitement et s'il y a une progression non, ou une intolérance vis-à-vis le traitement, alors les thérapies ne fonctionnent pas, ça fonctionnait auparavant, mais ça fonctionne plus ou ça n'a jamais fonctionné auparavant. Si tu n'es pas en train de faire le boulot, vous ne voulez pas en train de recevoir ce traitement parce que ça va avoir des effets secondaires. Vous ne voulez pas en avoir des effets secondaires sans les bénéfices. Alors, si ça ne fonctionne pas, votre médecin va vous dire, bon, maintenant, on a besoin de passer à un autre traitement. Alors, maintenant, on va passer à cette deuxième ligne de thérapie. Et pendant cette deuxième ligne de thérapie, ça fonctionne super. Si ça arrête de fonctionner, alors vous avez besoin de passer à la troisième ligne de thérapie, si ça existe. Alors, des fois, vous allez pouvoir y accéder à la troisième ligne de traitement. Ça, c'est le genre de questions que vous voulez mettre de l'avant. Je ne sais pas que la meilleure question à poser en allemand parce que c'est beaucoup à traiter, surtout lorsque vous êtes en train de faire face à ce diagnostic, ça peut être assez ahurissant. Alors, C'était, c'est de poser des questions pour que ça soit, qu'il n'y ait pas de surprise en cours de route, ça pourrait être utile. Et cinquième question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe si mon traitement actuel échoue? Quelles sont mes autres options? Alors, ça, c'est une autre manière de pouvoir éliminer la question précédente. Essentiellement, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va faire alors? Savez-vous qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a un plan? Et votre médecin va dire, oui, j'ai d'autres outils dans ma boîte d'outils. Mais à un moment donné, vous allez commencer votre dernière ligne de thérapie disponible, ils vont vous le dire, j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que suite à cela, s'il se peut que je n'ai pas d'autres options à ma disposition. Alors, lorsque votre médecin vous dit oui, j'ai des outils par la suite, ça c'est réassurant, ça vous donne la confiance. Lorsque vous entendez votre médecin dire il se peut que nous n'avons pas d'autres lignes supplémentaires de traitement, c'est aussi une piste que peut-être on a besoin de se préparer pour toute conséquence ou scénario. Alors, il est possible qu'on ne va pas avoir d'autres lignes de traitement. Et ça, c'est fort important. Comme ça, vous pouvez vous préparer pour ce type de situation. Alors, ça, c'est la première page. Il y a moins une question brûlante. N'hésitez pas à m'interrompre.
Parce que si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de questions brûlantes, on veut passer à la prochaine page et passer à une période de questions et réponses. Mais si, il y a quelqu'un qui aimerait souhaiter poser une question ou bien un commentaire, ce serait un bon moment de poser oui, effectivement, ce serait une excellente proposition, docteur Bossé. Alors, chers membres d'auditoire, est-ce que vous avez des questions? C'est une session assez rembourrée. Alors, mais le docteur Bossé a vraiment souligné l'importance d'avoir ce guide décisionnel à votre disposition lorsque vous êtes en train d'entamer avec une discussion avec votre médecin, parce qu'on est tellement débordé lorsqu'on reçoit le diagnostic. Cela va nous aider pour nous aider à ordonner nos idées et savoir quoi poser. Alors, si nous avons une question la part du membre, des membres d'auditoire, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais rebondir sur une des déclarations que vous avez faites. Alors, des fois, on arrive à la fin, puis il n'y a pas d'autres lignes de traitement disponibles, mais il y a toujours d'autres outils à votre disposition. Et, et ça va être un webinaire qui sera offert de la part de Cancer du Rein Canada pendant 2024, parce que c'est pour que vous sachiez qu'on est en train de planifier pour cela. Ça, c'est le soin palliatif. Et ça, c'est la connotation derrière. Les soins palliatifs, des fois, c'est menaçant pour les patients. Les patients, ils ne veulent pas l'entendre. Mais faites-moi de confiance que le soin palliatif ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin. Ça veut dire qu'il y a différentes thérapies disponibles et soutien pour les patients et patientes lorsqu'ils arrivent à ce point-là, qui vont les munir avec les outils nécessaires pour gérer la gestion de stress, la nutrition, et tous les éléments qui sont fort importants pour pouvoir assurer le soutien de la qualité de vie de nos patients dans leur parcours de soins. Alors, je voulais soulever cela. C'est une nation assez effrayante pour plusieurs patients et patientes. Merci beaucoup de faire preuve de courage auprès de notre communauté. Alors, je ne vois pas des questions de la part de l'auditoire. Je pense qu'ils sont en train d'observer parce que c'est assez chargé comme contenu. Christine, vous faisiez un excellent point. Et merci beaucoup d'avoir clarifié le point que lorsqu'il n'y a pas de ligne de thérapie, ça parle vraiment de les comprimés et les, le VIE. Alors oui, c'est une discussion fort difficile à avoir et ça va dépendre de votre mission et de qui vous êtes en tant que personne, votre entourage, de nos traits de personnalité. Il y a aucune discussion qui est la même. Alors, clarification que j'aimerais faire vis-à-vis la thérapie palliative, ce genre de thérapie commence le premier jour que vous commencez votre traitement. Alors, il y a différentes manières de traiter cela. Alors, et on espérait que ça va pas revenir. On se croise les doigts, puis on espère que la maladie va pas être, va revenir. Alors, c'est trop tard. Alors, on peut avoir des surprises et des fois, le cancer, il va s'en aller pour très longtemps, mais on peut malheureusement pas planifier pour cela. Alors, l'intention derrière ce traitement, c'est palliatif. C'est pour offrir cette qualité de vie. C'est pour apporter plus de temps. C'est pour aider à vous planifier votre vie. Et ça, c'est tout palliatif, mais c'est satisfaisant lorsque vous êtes en train de suivre ce traitement et ça fonctionne, ça vous donne de l'espoir, ça vous aide à vivre plus lent. Puis le soin palliatif sans la thérapie systématique, c'est juste tel que vous l'avez expliqué. On fait tout pour pouvoir améliorer la qualité de vie puis la survie. On n'espère pas nécessairement que les choses vont aller rapidement lorsqu'on parle de le soin palliatif. C'est le contraire. On veut que les choses passent sans heurte, bien. Et on veut que les gens demeurent avec leur famille, leur chère le plus longtemps, pour avoir s'occuper des symptômes. C'est ça que les médecins en matière de soins palliatifs visent. Alors, c'est important d'avoir les bonnes questions, en train de poser les bonnes questions. Et ils sont partis de l'équipe, tel que vous avez mentionné.
mentionné. Alors, des fois, vous faites face à des enjeux vis-à-vis la gestion de douleur. Votre oncologue va vous donner un coup de main, mais le soin palliatif va aussi vous aider. Alors, vous travaillez de pair avec ces deux éléments. Alors, je pense que les patients ne sont pas au courant de cette possibilité. Alors, merci beaucoup d'avoir soulevé cette option. Mona, est-ce que nous avons des questions? Oh, c'est correct. Oui, il y a une question qui a été posée. Il se demande si justement il y a différentes guides ou un type d'organigramme. Je sais que le docteur Canning va présenter plus tard. Alors, je ne sais pas si je suis certaine qu'elle va avoir un type de manuel à votre disposition. Alors, ça diffère de province à province. Alors, moi, je peux parler plus facilement de celui qui est offert par l'Ontario, parce que c'est celui que je serai tous les jours. Mais par exemple, de la, se planifier, planifier trop tôt, c'est pas nécessairement bon, mais vous êtes vous envisager l'avenir, c'est une bonne chose pour comprendre ces options. Mais des fois, on a besoin de vraiment se centrer sur le présent. Vous venez à la clinique, vous avez des symptômes produits par votre cancer. Comment est-ce que je peux m'améliorer plus rapidement? Ça, c'est une question beaucoup plus pertinente que, ah, quelle est la meilleure séquence? Alors, clairement, votre médecin va vous offrir la même séquençage de traitement, mais votre meilleur séquençage va différer des autres patients parce que ça va dépendre des symptômes, les types de cancer, le niveau de progression. Alors, notre modèle, il n'y a pas de modélage. On, on vous examine comme cas par cas. On vous offre un bilan et par la suite, on vous offre, voici, je crois que cette trajectoire, c'est justement cette option est meilleure pour vous que l'autre option. Ça dépend de vos circonstances. Et peut-être le meilleur organigramme n'est pas disponible à cause des questions de politique ou de financement. Mais en général, je dois dire que les choses ça va pas mal ici au Canada. On n'est pas parfait, mais lorsqu'on compare à d'autres pays, on est chanceux d'avoir accès à différents régimes. Alors, je ne m'inquiéterai pas davantage parce que en tant que communauté, nous avons justement des leviers, mais lorsque vous arrivez au bureau du médecin, des fois, vous ne pouvez pas changer la politique d'un jour à l'autre. Alors, pas votre temps, mais vos sentiments, parce que c'est fort frustrant. Je crois qu'en général, il y a différentes manières de procéder de l'avant avec des traitements. Et en tant que communauté, en tant que Cancer du Rein Canada, nous avons besoin de faire de lobbying et de pousser le gouvernement à nous offrir ce dont nous avons besoin. Mais ça, c'est une stratégie d'organisation, c'est pas seulement une voie unique. Parce que vous vous sentir assez seul dans cette bataille. Et le docteur Kapoor et nous, alors, avec la grande voix de Mona et Christine et toutes autres personnes qui font du lobbying tous les jours, de pouvoir rapporter la conjoncture pour offrir plus d'accès aux patients. Oui, la plaidoirie. Vous avez soulevé des excellents points. C'est malheureusement que c'est pas la même approche dans chaque province. Alors oui, on est en train de travailler sur un algorithme, mais oui, c'est un processus tel que mentionné parce que ça diffère de province à province. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de développer présentement. On espère que ça soit prêt pour l'avenir, mais oui, c'est en train d'évoluer. Et c'est toujours en mutation constante. Merci beaucoup pour cette excellente question. Je vais vous permettre d'aller de l'avant avec votre présentation. Alors, j'allais passer un petit peu plus rapidement parce qu'il me reste pas grand temps et je sais qu'on a Wendy. Alors, je ne veux pas trop accaparer son temps parce qu'il me reste une grande partie de ma présentation. Bon, maintenant, sur la thérapie systémique. Alors, essentiellement, il y a différentes manières de consommer les médicaments. Ça peut être par intraveineuse, par voie orale. Alors, essentiellement, ces questions que vous avez ici dans cette partie, c'est pour vous préparer pour avoir cette discussion.
Alors, me perdus un petit peu ici. Alors, donc, comment est-ce que je peux me préparer pour le traitement? Est-ce que des changements de style de vie que vous recommandez? Par exemple, est-ce que je peux continuer à aller faire du sport? Si j'aime nager, est-ce que je peux continuer à faire la natation? Comment est-ce que ça va avoir sur ma vie sexuelle? Est-ce que je peux manger tout? Alors, ça, c'est des questions qui sont souvent soulevées par des patients. Alors, ça vous rappelle? Alors, si vous avez des questions de cette est-ce que vous les posez pendant votre première consultation avec le médecin? Oui, peut-être pas. Alors, vous allez voir votre médecin souvent. Moi, je vois mes patients une fois par mois. Alors, peut-être, si vous avez une question, vous allez voir le troisième mois, puis vous avez toujours ce document à votre disposition. Alors, peut-être ce sera un bon moment de, de cocher la caisse ici, de poser ces questions. Une autre question. Quels sont les effets secondaires potentiels du traitement et comment les gérer? Ça, c'est très important de clarifier ces questions pendant votre première consultation. Puis c'est votre médecin et, et les infirmières et infirmiers qui vont vous soutenir. Ah, alors, vous avez besoin d'avoir certains éléments. Si vous essayez d'apprendre tous les effets secondaires de tous les médicaments, ça ne va pas bien fonctionner. Il y en a trop. Essentiellement, votre médecin est prêt de pouvoir vraiment de filtrer tout le bruit. Comme ça, on peut dépendre sur les documents pour vous aider comme aide-mémoire. Je devrais être à l'affût de quel type d'effet secondaire et à quel moment dois-je contacter mon médecin. Je sais que je peux être susceptible à des effets secondaires, mais si c'est attendu, pourquoi je devrais appeler? On s'attend que les gens vont avoir des effets secondaires, mais il y a une limite. Il y a un seuil parce que sinon vous allez tomber malade. Alors ça, c'est pouvoir définir exactement c'est quoi ce seuil. Savez-vous, vous êtes en train de revoir l'aminothérapie, puis il y a les gens qui vont avoir la diarrhée, c'est correct. Vous avez 6 ou 7 diarrhées 7 fois par jour, ça, c'est pas correct. Vous avez besoin de le signaler immédiatement. Alors, vous allez aux urgences, vous appelez alors ce moment. Vous avez besoin de savoir quoi faire dans ces cas-là. Est-ce que ma dose peut être ajustée ou réduite au cas que j'ai des effets secondaires? Alors, c'est juste vraiment de vous mettre dans cet état d'esprit que les effets secondaires sont pas toujours néfastes. Alors, il faut être capable de faire la distinction. Alors, on peut arrêter, par exemple, le traitement. C'est correct. Des fois, c'est correct d'arrêter de prendre un médicament. On peut aussi réduire la quantité du médicament. Vous absorbez davantage. Vous prenez comprimé. Ça diffère d'une personne à l'autre. Alors, peut-être votre médecin a besoin d'ajuster le médicament, puis ils sont formés pour faire cela. Alors, c'est correct de pouvoir signaler les effets secondaires, comme ça on peut apporter les ajustements nécessaires. C'est pas bien tu sais, de cacher ces effets secondaires et pas de les communiquer parce que sinon vous n'allez pas obtenir le résultat souhaité. Alors, si vous n'êtes pas prêt à faire 100% au début, alors c'est vraiment une question d'établir une cadence. Alors, il faut vraiment, le médecin, voici mon plan. On va prendre une pause d'une semaine, puis on va essayer ceci ou cela. Puis c'est important de communiquer sur les éléments avec votre médecin. Alors, est-ce que je peux prendre des pauses puis ajuster mon horaire de dosage? Est-ce que je peux l'ajuster à mes vies ou des événements importants? Mais par exemple, je prends à chaque fois que je prends ces pilules, je m'en vais, je la diarrhée, et je m'en vais au mariage cependant. Mais ce jour-là, je vais justement pencher sur, tu sais, je vais me centrer sur le mariage de ma fille. Ça, c'est l'élément super important pour moi. Oui, absolument. Parlez à votre médecin. On peut voir, tu sais quoi, on va prendre une petite pause. Je crois que c'est sécuritaire de le faire présentement dans votre entraînement. Alors, on peut le faire. Vous profitez du mariage de votre fille. Vous revenez me voir, puis on va recommencer le traitement. Alors, oui, l'échange peut changer. Alors, et un plan de traitement d'or, c'est de pouvoir apporter justement pour refléter votre vie et vos circonstances. Si ma dose est ajustée, est-ce que ça va avoir un incident sur l'efficacité de mon traitement? Alors, normalement, c'est le temps est de votre faveur. Alors, demandez à votre médecin, il va pouvoir vous conseiller. Et à nouveau, pour passer à la dernière partie, c'est la surveillance et le suivi.
Les gens, ils rentrent chez eux, puis ils ont leur plan, puis je vais prendre ces comprimés 2 fois par jour et je vais recevoir un traitement tous les 3 semaines, ou etc. Mais, mais pour combien de temps? Comment savoir si ça fonctionne ou pas? Alors, ça, c'est les questions qu'on doit répondre. Alors, c'est quoi la surveillance? Ça comprend quoi? Pourquoi? C'est important. C'est important parce que vous avez besoin de savoir si ça fonctionne ou pas. Parce que si ça fonctionne pas, vous n'allez pas recevoir un traitement de cancer. Vous avez besoin de passer une deuxième ligne. Alors, différentes manières de pouvoir surveiller l'efficacité. Alors, radiographiquement, alors, il y a une masse de 2 cm se réduit à 1,5 cm. Alors, on voit justement un rétrécissage, c'est une bonne chose. Il y a la manière clinique. Alors, j'avais mal sur mon côté depuis que j'ai commencé le traitement il y a 2 semaines. La douleur est moindre. J'ai commencé à prendre le médicament pour gérer la douleur. Peut-être ça fonctionne. Et des fois aussi des analyses sanguines. Avant, j'avais l'anémie avant le diagnostic. Depuis que j'ai commencé le traitement, maintenant, j'ai plus anémie. Alors, peut-être le cancer est en train de s'améliorer. Peut-être la raison pour laquelle vous avez plus d'anémie. Et votre médecin va vous aider à comprendre différents scénarios. Et on passe à d'autres questions. Alors, la troisième question, quel est l'échéancier de tous les différents types de scans? On fait justement on va faire des scans d'os ou des tomodensitométrie. On le fait de 8 à 12 semaines normalement. Alors, les choses passent bien, c'est pas nécessaire de le faire tous les 12 semaines. Mais peut-être on va faire, on a reçu un résultat de demi-densimétrie, puis c'était pas clair. Alors, ils vont demander, par exemple, faire un suivi aux 6 ou 8 semaines pour clarifier l'ambiguïté des résultats du tomodensitométrie. C'est pas nécessairement négatif de le faire plus vite. Ça veut dire pas que c'est négatif. C'est juste pour avoir plus de clarté plus vite. Et de cette manière, on peut passer aux 12 semaines. Si vous le faites trop souvent, vous n'êtes pas capable justement de la trajectoire du cancer et vous allez prendre des décisions précipitées. Ah, alors, quand peut-être vous pensez que le cancer est en train d'avancer, puis c'est pas le cas. Alors, chaque 2 mois, normalement, c'est suffisant. Alors, comment on définit la progression à ce stade? Est-ce que justement une progression, une croissance? Alors, c'est la manière donc que le rapport de radiologue va être traduit parce que vous recevez le rapport, vous avez peur parce que ils utilisent le radiologue utilise des acronymes. Mais l'oncologue, du côté, il est content parce que il voit pas quelle progression. Alors, il est donc important de vraiment s'arrêter lorsque vous recevez un résultat ou un avis vous indiquant que vous avez un résultat d'une tomodensitométrie. Alors, vous demandez à votre médecin, alors un changement d'1 millimètre ici, c'est pas vraiment quelque chose à s'inquiéter. Vous savez quoi? Peut-être justement cette lésion était là, alors c'est pas quelque chose de nouveau. Et des fois, ils vont, ils vont dire que le, vous savez quoi? Avec ce résultat, j'aime pas qu'il y ait une nouvelle lésion ici. Alors, je vous propose qu'on prenne action. Alors, c'est important de comprendre quelle est l'interprétation de votre oncologue de vos scans. Ils vont le traduire pour vous. Et pour terminer, qu'est-ce qui se passe si mon cancer se propage? Alors, ça va nous ramener pour la deuxième question. On va définir les lignes de thérapie. Si c'est en train de se propager, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un traitement de cancer qui ne fonctionne pas. Parce que vous avez les effets secondaires, mais il n'y a pas d'effet positif. Alors, c'est des éléments que vous allez aborder avec votre médecin. C'est des questions fort simples, mais c'est une manière de pouvoir dévoiler plein de renseignements. Alors, on pourrait parler 40 minutes. Alors, par exemple, c'est des questions semblent assez simples, mais ça déclenche plusieurs discussions. Alors, on croit que c'est un excellent outil pour que vous utilisez en amont puis en cours de route pour regarder à l'esprit les bonnes questions que devez poser à votre médecin pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, je sais que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Non, merci beaucoup. Ça a été excellent parce que vous avez répondu plusieurs des questions que les gens ont.
vos explications. Je crois qu'ils vont être très bénéfiques pour ceux et celles qui sont en train de visualiser cette session et pour tous ceux et celles qui vont la visualiser sur notre site web. Vous avez vraiment touché sur plusieurs inquiétudes que les patients et patientes ont. Alors, merci beaucoup, Docteur Bossé. Ça a été une excellente session. Alors, Wendy vient juste de se joindre à nous. Bonjour, Wendy. Merci. Elle est une volontaire patiente et je crois on va arrêter le partage d'écran. Comme ça, tout le monde peut visualiser Wendy et Mona, si vous voulez, je vous joindre à nous pour voir s'il y a des questions qui sont partagées dans la fonctionnalité des questions et réponses. Alors, Wendy, on va prendre quelques minutes. Alors, si vous aimeriez partager votre expérience parce que vous avez une défendresse importante pour votre cheminement de soins pour longtemps. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble et je suis vraiment éblouie vis-à-vis la manière dont que vous allez. Alors, si vous avez partagé différentes astuces, merci Christine et Dr. Bossé. Alors, je dois dire que votre manuel est excellent. Je pense que ça comprend tous les éléments que j'ai appris au cours des derniers 9 ans et demi. Alors, récemment, j'ai reçu mon diagnostic dans 2000, avec le stade 2E, je ne savais pas que c'était. Puis en 2014, c'était métastatique, stade 4. Alors, c'était bénigne. Je suis maintenant sur ma 5e ligne de traitement présentement. Et ça se passe bien. Il me reste une ligne. Alors, ça a été intéressant, parce que vous avez parlé de qu'est-ce qui reste, mais je ne m'inquiète pas trop présentement. Mais ce guide a condensé qu'est-ce que j'avais défini moi-même dans mon cheminement. Mon oncologue m'avait aidé. Alors, vous avez besoin de votre propre défendresse et vraiment de défendre vos intérêts, vos besoins. Mais ça comprend tous les éléments. Pour un nouveau patient, c'est excellent. Je pense que c'est un excellent outil à utiliser lorsque vous êtes en cours de route parce qu'il y a plusieurs de questions, même mon mari avait examiné ce document avec moi, puis il m'a dit, ah, c'est parfait. Alors, on aurait bien aimé d'avoir posé ces questions au moment. On parlait justement de votre quarterback. Alors, quel est le rôle de votre équipe de soins? Et c'est toujours quelque chose d'important pour moi parce que pas tous les centres ont une équipe de soins telle quelle. Alors, des fois, vous avez besoin de votre équipe en cours de route pour vous déterminer peut vous aider avec quoi. Mais je crois que c'est fort excellent. Ça répond à plusieurs des questions. Ça vous donne les connaissances pour pouvoir poser les questions et de pouvoir d'examiner les éléments vous-même pour comprendre. Alors oui, ça va être assez débordant au début, mais à nouveau, mais vous pouvez toujours utiliser comme référence. Alors, je comprends maintenant. Ça fait référence à ceci. Alors, comme ça, vous pouvez poser des questions davantage. Alors, j'aimerais vous remercier pour cela. Ça va être un excellent outil. C'est super à attendre. Vous croyez que c'est un bon outil? Je suis certain qu'on va pouvoir le peaufiner à l'avenir. Mais c'est intéressant à vous entendre. Alors, j'ai partagé cela avec Christine. Alors, c'est quel est le bon moment pour pouvoir présenter cet outil? Est-ce que lorsque vous rencontrez votre oncologue pour la première fois, est-ce que lorsque c'est votre chirurgien qui vous offre le diagnostic pour la première fois, est-ce que vous allez voir votre oncologue? Voici un outil. Alors oui, ça va être disponible pour télécharger de manière gratuite. Alors, vous n'allez pas recevoir trop d'informations, avoir de quelqu'un devant vous qui peut vous aider à le comprendre, mais vous êtes préparé pour cette rencontre. Alors, vraiment, c'est vraiment pour déterminer à quel moment d'utiliser ces outils. Alors, 14 ans est passé depuis que j'ai vu le chirurgien et l'oncologue. Puis pendant ces 14 ans, j'avais vu personne, mais ça va dépendre des patients. Je crois que le plus tôt qu'on le fait, c'est meilleur, mais quelqu'un a mentionné. Alors, certains patients veulent pas savoir tous les détails, puis ils posent pas les questions. Ils sont d'accord avec les directives ou les d'orientation de médecin. Alors, je pense que c'est d'offrir cet outil pour leur aider à comprendre le processus. Tel que moi, par exemple, les patients qui veulent être impliqués dans le processus,
Alors, ils vont avoir un outil qui vont leur aider. Il va y avoir tous des gens qui vont dire simplement, bon, je vais juste suivre les directives du médecin, puis c'est correct pour moi. Mais je crois que d'utiliser les deux méthodologies. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure option. Oui, au début, ça va être trop, ça fait déjà peur lorsque vous recevez le diagnostic. Alors, si vous passez à une stade métatastique et voici qu'est-ce que je peux faire pendant 5 ans. Mais ça, c'est pas vrai pour tout le monde présentement. Alors, je crois, au moins, c'est qu'il y a quelque chose qui est à votre disposition lorsque vous êtes calmé. Alors maintenant, je peux commencer à l'examiner et voir qu'est-ce que je peux apprendre. Oui, c'est vrai. Tout à fait, Wendy. Nous avons eu cette discussion, Docteur Bossé, sur le fait qu'on veut pas donner trop aux patients à digérer. On est déjà bouleversé, mais on veut donner les informations dès le départ pour que le patient puisse poser les bonnes questions. Par exemple, prendre sa décision vis-à-vis du premier traitement. Et c'est toujours bien d'avoir suffisamment d'informations. Une chose qui a été toujours très difficile, c'est de demander à la communauté médicale de partager ces informations avec les patients. Nous sommes donc très reconnaissants envers cette société pharmaceutique qui facilite ce projet. Elle va nous aider à faire entrer ces ressources au bureau des médecins. On s'efforce à donner les bonnes informations sur ces ressources, mais ça serait bien si la société pharmaceutique pourra fournir ces informations aux médecins qui ensuite les fourniront aux patients et aux autres acteurs de la communauté oncologique au Canada. Oui, si on n'arrive pas à trouver l'outil, il ne sera pas nécessaire. Donc peut-être on pourrait avoir un code QR que nous pourrions donner aux patients. Et puis, lorsqu'on rentre à la maison, on peut utiliser son téléphone pour télécharger l'outil. Il y aurait différentes façons pour les patients d'y accéder, mais oui, nous devons en parler. Sinon, c'est quelque chose qui sera oublié. Oui, on reçoit les informations sur les médicaments, sur son diagnostic, mais s'il y avait quelque chose d'autre qu'on nous donnait, des informations sur les effets secondaires, donc c'est vraiment quelque chose que nous devons fournir aux patients. La sensibilisation est toujours une bonne chose. Je ne sais pas si nous l'avons mentionné, mais pour les francophones, cet outil sera disponible en français. Oui, tous les documents sont disponibles en français. Mona s'en occupe. Désolé, Mona. Mais elle m'aide toujours et j'en suis très reconnaissante. C'est quelque chose d'important pour toute notre communauté, c'est-à-dire avoir accès aux informations nécessaires. Et il y a eu un commentaire dans la boîte de questions par l'un des participants qui a dit qu'il est reconnaissant pour ce dépliant et va recommander aux autres patients de le télécharger, de s'en servir comme outil dans le cadre de leur traitement. Nous avons dépassé notre horaire de quelques minutes. Merci Wendy. Merci Dr Bossé. Quelle excellente présentation. Merci beaucoup et je comprends maintenant pourquoi vos patients vous aiment. Merci de l'invitation. J'en suis très reconnaissant. Merci de ce que vous faites pour les patients et pour la communauté. Bonne journée.